bien dans son job et bien dans son espace de travail. Ça, c'est un sujet important. La crise Covid a dérégulé, transformé nos espaces de travail. On va parler du flex office, mais pas seulement. Delphine Minghella, merci d'être avec nous. Vous êtes professeure en théorie des organisations à l'EM Normandie. Oui. C'est une école très riche en chercheurs et en tous ceux qui turbulent sur ces questions. 2 livres, un qui va sortir en novembre prochain, Espace de travail, il sort chez Duno, on est en plein dans le sujet. Puis un livre un peu plus ancien qui est sorti lui en septembre 2020, Les entreprises à l'heure du flex office. Vous aviez d'ailleurs déjà un peu anticipé en septembre dernier le débat qui allait s'ouvrir. D'abord, un tout petit mot de celle qui est une chercheuse, qui est professeure, mais qui observe aussi. Est-ce qu'on est entré dans une véritable révolution de notre manière de travailler ? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Je crois qu'on peut dire ça. Alors évidemment, la crise du Covid a accéléré le télétravail, mais il y a une remise en question du paradigme en fait de dois-je être sur un lieu de production pour pouvoir travailler. Et ça, c'est le Covid qui a imposé cette. Tout à fait. Mais la réflexion sur le télétravail était déjà en marche avant le Covid, puisque nous observons de très très grands groupes qui ont développé le flex office, notamment autour de Paris, pour la France en tout cas, voilà, puisque faire des économies sur les postes de travail, ce n'est pas anodin, hein, puisque les postes de travail représentent le 2e poste de dépense pour toutes les entreprises. C'est intéressant parce que vous mettez les pieds dans le plat dès le départ, parce que quand on a des chefs d'entreprise, ils disent le flex office, c'est pas du tout pour ça, c'est pour améliorer la fluidité des organisations. Vous parlez quand même de l'idée de faire des économies, c'est-à-dire de rationaliser les coûts. Oui, tout à fait. Et là, c'est factuel. Ce que je veux dire par là, c'est que le flex office, alors on va déjà poser une définition, ça me paraît important. Oui, c'est vrai. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui pratiquent un flex office qui ne dit pas son nom. Je m'explique. Le principe de flex office, c'est de ne pas avoir un bureau à soi. Bureau flexible. Exactement. Donc, ça veut dire que lorsque vous venez dans votre lieu de travail, eh bien, vous vous placez là où il y a une place disponible pour vous. Voilà. Donc, ça, c'est le principe de flex office. Sur le plan sociologique, c'est toujours assez désagréable de devoir pousser un collègue, d'essayer de trouver une petite place pour pouvoir s'installer. C'est pas très pratique. Tout à fait, tout à fait. Et même en psychologie environnementale, on a démontré que le processus d'appropriation de son espace à soi est naturel. Dans ce sens où, pensez par exemple à ce que nous faisions quand nous étions au collège ou au lycée, n'est-ce pas ? On ne marquait pas pour autant notre nom sur notre table, mais nous prenions systématiquement la même place. Voilà, ce principe de territorialisation, c'est-à-dire de s'accaparer son espace, parce que c'est aussi un espace de vie, c'est quelque chose qui se retrouve fondamentalement dans tout type de métier. Delphine Minghella, concrètement, cette question du flex office, d'abord, est-ce que c'est le bon mot que d'utiliser flex office et est-ce que ce flex office a de l'avenir ? Parce que c'est toute la question qui est posée aujourd'hui aux DRH, qui doivent s'interroger à la manière dont ils réorganisent leurs espaces. Oui, alors est-ce que c'est le bon mot ? Je ne sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que il y a un organisme étatique qui a 915 agences partout sur le territoire national. Je ne peux pas dévoiler son nom, mais je l'ai observé pendant plusieurs mois et récolté beaucoup d'entretiens. Là, c'est la chercheuse qui est allée sur place. Exactement. Donc là, on va parler de nomadisme, vous voyez. Sinon, on va vous parler... C'est un peu différent. Oui, tout à fait. Mais c'est toujours le même principe de venir sur son lieu de travail sans savoir à l'avance à quel endroit je vais pouvoir me poser avec son petit caisson, les petits dossiers qui restent papier, etc. Donc, vous avez des entreprises qui vont utiliser le mot de nomadisme. D'autres vont parler de clean desk. Voilà. C'est le bureau, il n'y a rien dessus. Voilà, il y a plein de mugs, plein de café tout séché. Voilà. C'est un bureau propre. Voilà, exactement. Ou presque. Voilà. Et d'autres vont parler de bureau dynamique. Voilà. Donc, et pourquoi ? À mon sens, parce que, comme vous le disiez, le flex office a plutôt mauvaise presse. Ça fait plutôt peur. Donc, côté salarié d'ailleurs, ces salariés qui ne sont pas favorables à l'idée de rentrer dans ce dispositif. Tout à fait. Mais pour que le flex office fonctionne et soit rentable comme solution pour les entreprises, il faut organiser donc une rotation du personnel sur site. Et donc un planning informatique. Voilà, exactement. Et donc ça suggère d'avoir quelques jours de télétravail par semaine. Vous voyez, donc j'ai 2 jours, mettons, de télétravail par semaine. Donc je vais venir sur mon lieu de travail uniquement 3 jours par semaine. Et par là même, il n'y a plus vraiment de justification pour avoir son bureau à soi. Dans votre logique, le flex office ne marche
que s'il est associé avec des jours de télétravail. C'est-à-dire qu'on accepterait ce flex office que parce qu'on a aussi un cadre en télétravail. Oui, pour deux raisons. D'une part, parce que l'entreprise a tout intérêt à aller dans ce sens, dans la mesure où elle va réduire par là même son nombre de mètres carrés qu'elle va gérer. Hein, c'est de l'entretien, ce sont des coûts importants. Oui, donc sûr. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, c'est que pour faire accepter l'idée de flex office, il faut aller dans le sens des intérêts pour les employés. Or, on le voit, le télétravail partiel est plébiscité. Il y a quand même un axe de développement dans l'entreprise aujourd'hui pour celles qui transforment ou qui construisent, parce que certaines construisaient. On a eu un invité dont les locaux étaient en construction pendant le Covid. Donc évidemment, il avait réfléchi un petit peu en amont et il a fallu transformer au fil de l'eau. Il y a les espaces partagés, c'est-à-dire qu'on quitte l'open space qui a vécu une quinzaine d'années, on va dire une vingtaine d'années, cette espèce d'idée qu'on était tous rassemblés dans du bruit, dans un partage, pour aller vers des espaces plus confinés, des espaces de calme, des espaces de réunion. Est-ce que c'est ça, je dirais, la photographie de la nouvelle entreprise? Oui, tout à fait. Ça, c'est ce qu'on va appeler l'activity-based working. Donc, l'activity-based working part du principe que nous ne pouvons pas rester 7 ou 8 heures de suite assis derrière un ordinateur. On le faisait 20 ans auparavant. Hein. Tout à fait. Enfin, ça posait de problème à personne. Oui, jusqu'à ce que des chercheurs, cette fois en médecine et en ergonomie, disent que... publient et démontrent scientifiquement que cela a un impact très négatif sur notre santé. Ah oui. Notre posture, évidemment. La circulation sanguine. La circulation, le cholestérol et le diabète. Et ça, c'est assez insoupçonné comme ça. Donc c'est la science qui a transformé, enfin qui a permis la transformation de nos espaces. Tout à fait. Espace de réunion partagé, c'est-à-dire qu'on dit aux salariés, l'entreprise n'est pas un lieu où on vous enferme dans des petites boîtes, mais c'est un lieu où vous allez venir partager. Oui. Puis le reste du temps, vous serez chez vous pour faire un télétravail plus approfondi, plus au calme. C'est ça l'idée. Oui, c'est exactement l'idée. Donc, on assiste à un shift qui est très intéressant, c'est que l'entreprise cesse d'être un lieu de production, c'est-à-dire que je peux produire chez moi. D'ailleurs, je produis mieux chez moi. Voilà, exactement. Il faut le dire. Exactement. Je suis au calme. Voilà. Et c'est-à-dire que je décide quand on peut me déranger et je décide quand je dois me concentrer, vous voyez. Donc, on contrôle son environnement. Donc, ça a été démontré. Hein. J'accompagne à l'heure actuelle une entreprise dans sa réflexion. Donc, j'ai eu des entretiens avec l'ensemble de ses salariés et tous, sauf une personne, se déclarait en auto-évaluation plus productive en étant chez elle qu'en étant sur son lieu de travail. Donc, en fait, l'entreprise cesse d'être le lieu de production pour être un lieu de sociabilisation, c'est-à-dire là où... de création. Voilà, et là où on va faire perdurer la culture d'entreprise, qui est essentielle. Donc ça veut dire que l'entreprise perd peu à peu son identité de production. Elle devient un lieu de partage, un lieu de sociabilité, parce qu'on a l'impression que l'entreprise se décale doucement vers presque un espace comme ça de convivialité. Oui. Oui, c'est exactement ça et c'est absolument nécessaire parce que ça permet de conserver le sens de l'engagement. Je ne travaille pas pour n'importe quelle entité, je ne travaille pas uniquement dans le sens où je vais faire quelques petites tâches comme ça qui n'ont pas de sens. Non, je fais partie d'un groupe et ce groupe a une mission et des valeurs et donc j'adhère à cela. Or pour cela, il faut que je rencontre régulièrement néanmoins mes collègues. Il faut aussi que la culture, comme je vous disais, se maintienne en vie. Il faut aussi qu'on puisse intégrer les nouvelles recrues. Ça, on n'y pense jamais assez. L'onboarding, ça leur permettre de pouvoir... ça a été compliqué pendant le Covid, on l'a vu avec des intégrations à distance, où parfois les salariés ne voyaient pas leurs collègues pendant presque 6 mois. Juste d'un mot, parce que peut-être que ça sort de votre champ de recherche, mais ça crée quand même une sacrée fracture spatio-temporelle pour les salariés, parce qu'il y a ceux qui sont postés, il y a ceux qui par obligation doivent aller ranger des colis, font des travaux manuels, et puis il y a ceux du tertiaire. C'est la photographie de votre livre de septembre, où ce sont des gens dans un bureau, bien habillés, qui font des activités du tertiaire. Ça crée quand même une sacrée cassure là. Tout à fait. Et on peut même aller plus loin et dire que les entreprises vont se saisir de cette question de la spatialité pour construire leur marque employeur. Je m'explique. Si vous regardez par exemple, il y a à peu près une petite semaine, Boursorama a déclaré dans Le Monde passer au total télétravail. 100%. Voilà, 100%. Donc il n'y a que 2 journées par mois qui sont dédiées à la vie
collective. Donc, les salariés sont invités 2 jours par mois à regagner le site. Les frais d'hôtel, les frais d'hébergement sont couverts par l'entreprise. Donc là, il est question de faire du team building, il est question de partager les grandes orientations de l'entreprise. Et en fait, dans l'article qui est sorti dans Le Monde, donc, on a quelques verbatims comme ça de personnes qui ont choisi cette solution, à 97% des équipes tout de même. Une large majorité, Voilà. Écrasante majorité. Voilà, et ces gens-là, automatiquement, ont cherché à vivre davantage en région, se rapprocher de la mer, etc. C'est-à-dire qu'ils disent littéralement qu'ils ont fait un tour de 300 km de leur lieu de travail pour vivre de façon plus confortable, en fait, plus au vert. Ça, c'est la qualité de vie au travail. Ça permet à des gens de pouvoir habiter là où ils ont eu envie. Ils rêvaient d'habiter, ils le font. Pour l'entreprise, pour boucler notre échange, là, il y a quand même il y a une arrière-pensée économique où Boursorama dit je ne touche pas à mes locaux, on garde intacts nos locaux, parce que là, il n'y a plus nécessaire d'avoir des locaux aussi grands. Alors, les économies vont être réalisées, ça c'est certain. D'accord. C'est dit d'ailleurs. Assumé, donc. Voilà, c'est totalement assumé. Et comme je vous le disais, pour reboucler sur ce que je disais sur la culture d'entreprise, c'est qu'en fait, Boursorama disait, on a des problèmes pour recruter sur ces postes-là qui sont des postes pas obligatoirement très attractifs. Et en s'ouvrant au full télétravail, tout d'un coup, ça devient extrêmement attractif. Parce que voilà, les gens vont pouvoir choisir une qualité de vie qui va être supérieure. Donnant. Voilà. Boulot pas super passionnant, mais par contre, vous allez être bien et vous pourrez choisir votre... Exactement. Merci de nous avoir éclairé, Delphine Minckella. Je ne voudrais pas manquer de rappeler ce livre, Espace de travail. Alors, vous l'avez écrit avec Ingrid Napi, qui, elle, est déjà venue sur notre plateau, si je ne m'abuse. Ça sort chez Duno en novembre 2021. Il est sûrement déjà en prévente, comme tous les livres. En novembre, oui. En novembre, voilà, il sera en prévente. Et puis, le livre précédent, si vous voulez un tout petit peu en savoir plus sur les entreprises à l'heure du flex office, là, c'est beaucoup plus anglais. C'était sorti chez L'Harmattan, autre éditeur assez universitaire d'ailleurs. Merci Delphine Minckella d'être venue nous rendre visite. Vous êtes professeur à l'EM Normandie. La suite, c'est Un jeune, une solution. Vous connaissez notre rendez-vous. Chaque semaine, une entreprise vient nous raconter son expérience, son engagement pour l'emploi des jeunes. C'est notre partenariat Un jeune, une solution. C'est tout de suite.